Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu les jeans que j'ai trouvés cette année jusqu'à présent au moment où je tourne cette vidéo. Je vais vous expliquer un peu comment je fais pour trouver une jean, donc au niveau des essaimages, comment ça se passe et les différentes espèces un peu que j'ai pu trouver dans ma région, donc dans le sud de la France. On allume le caméscope un peu pourri, mais bon, on n'a que ça pour filmer les fourmis en rapproché. Parce que vous vous doutez bien que c'est pas avec une GoPro qu'on va filmer des fourmis de près. Et ben on va y aller. Alors la première que j'ai ici, ça c'était une Formica rufibarbis, donc avec sa première génération d'ouvrières. Ah oui, fallait que je vous la montre. Dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué que j'avais mis deux jeans Formica rufibarbis ensemble pour faire des tests, pour voir un peu au niveau du comportement comment ça se passait. Les Formica rufibarbis peuvent pratiquer la pléométrose, ce qui signifie qu'elles peuvent vivre ensemble entre jeans, fonder donc le couvain, mais obligatoirement, comme c'est une espèce monogyne, il doit rester qu'une jean à la colonie. Donc j'avais plusieurs hypothèses différentes, il y avait plusieurs théories qui s'étaient appliquées en fonction de ce qui pouvait se passer. Dans un premier temps, je m'étais dit, soit les jeans vont s'affronter et l'une des deux va mourir une fois qu'elles auront toutes pondu beaucoup de couvain et que le couvain aura été bien nourri. Comme ça au moins la jean ne perd pas trop dans ses réserves, elle bute sa copine et voilà, elle n'a plus rien à faire, les ouvrières vont sortir. Deuxième théorie qui s'était mise en place, c'était que tout se passe très bien entre les jeans jusqu'à que les ouvrières en sortant des cocons décident de tuer l'une des deux jeans. Troisième hypothèse et la moins bonne de ce que je pouvais imaginer, ça serait que en gros, pour simplifier le truc, c'est que les ouvrières ne choisissent pas forcément la même jean et du coup tuent les deux jeans. Alors ça c'était ma plus grande peur, que j'ai plus du tout de jean et du couvain qui me sert plus à rien. Voilà, comme vous pouvez le voir, en fin de compte ce qui s'est passé c'est que elles ont pondu, elles ont nourri les larves ensemble et ensuite elles ont décidé, l'une a décidé de tuer la seconde jean. Et on se retrouve avec beaucoup plus de couvain sur une seule et même jean. Et elle a gardé tout le couvain avec elle. Alors je vais vous montrer un peu. Les Formica rufibarbis sont des espèces qui font donc c'est une espèce où les larves tissent des cocons. Les Messor barbarus par exemple ne tissent pas du tout de cocons. C'est directement des nymphes. Donc on voit toute la transformation entre l'œuf, larve, nymphe, ouvrière. Que là la nymphose se trouve dans un cocon. Et je crois qu'il y a une nymphe nue. Alors ce qui s'est passé c'est que la larve n'a pas tissé de cocon. Souvent ça arrive quand il y a trop d'humidité. Et comme c'est une espèce qui adore le sec, les Formica rufibarbis, et ça je peux vraiment vous le confirmer avec l'emplacement des nids dans la nature qui est tout le temps dans des endroits très arides, en bord des trottoirs, dans des endroits en plein soleil. C'est une espèce que d'après toutes mes observations que j'ai fait autant en nature et avec les colonies que j'avais à l'époque, je peux vous affirmer qu'elle ne supporte pas du tout l'humidité et que avec les premières ouvrières, si vous avez un abreuvoir à proximité, il n'y a même pas besoin de tube avec de l'eau quoi. Et là il y avait un tube, voilà, avec réserve d'eau. Je pense que le coton est un peu trop proche, donc je l'ai un peu trop tassé proche de la réserve d'eau, ce qui a fait que l'hygrométrie peut être un peu trop élevée dans le tube. Et c'est pour ça qu'il y a une nymphe nue. De toutes les hypothèses, c'est quand même celle que je préfère. Ça veut dire qu'une jean se retrouve seule avec ses cocons, parce que dans tous les cas, la polygynie, je savais que ça ne serait pas possible. Mais c'est bien de pouvoir un peu observer par soi-même, en apprendre, faire des tests. C'est toujours très intéressant. Ça, c'était tout ce qui était Formica rufibarbis. Alors ensuite, j'ai trouvé dans les bois une Formica gagate. Pour ceux qui me suivent un peu sur Snapchat, ils sont au courant un peu de mes sorties, de tout ce qui se passe. J'ai trouvé une Formica gagate, mais elle n'a pas l'air de vouloir pondre. Ce que j'adore avec la Formica gagate, c'est qu'elle est énorme par rapport à une Formica rufibarbis. Et elle est noire, brillante. C'est une espèce que je trouve aussi magnifique et que je n'avais pas encore dans mon élevage. Par contre, comme je vous dis, pour l'instant, elle n'a pas l'air de vouloir pondre. Elle m'a démonté un peu le coton, mais comme ce sont les Formicas, c'est comme des fourmis très agressifs et qui démontent souvent le coton qu'il y a dans les tubes.
Alors j'ai aussi deux Crématogaster scutellaris. J'en avais une à moi que j'avais réussi à trouver par chance et qui a eu ses premières générations d'ouvrières. Ça sera totalement impossible à filmer correctement parce que le tube, non seulement il est plastique, il est rayé, dedans il y a du coton de partout, on ne voit plus rien dans ce tube. Alors je vais vous montrer un autre tube avec une autre Crématogaster scutellaris qui a du couvain mais pas encore les premières ouvrières, et celle-ci elle vient de mon ami Grand Homme de la chaîne YouTube Grand Homme, donc mon ami Thomas de la chaîne YouTube Grand Homme. Si vous pouvez passer le voir, tout ça, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Il m'a offert une Gine Crématogaster scutellaris et dans un tube assez transparent, je pourrais vous la montrer. Alors là, comme vous pouvez voir, il y a plein de petits œufs et de toutes petites larves de premier stade. Beaucoup de personnes s'imaginent qu'à partir du moment que la gine a encore ses ailes, elle n'est pas fécondée, donc elle ne produira pas d'ouvrières. Alors ça c'est totalement faux. Il arrive très régulièrement d'avoir des gines qui gardent leurs ailes mais qui pondent quand même des œufs. Alors il faut savoir que dans la nature, les gines enlèvent leurs ailes. C'est plus facile pour elles de creuser un trou, elles n'ont plus besoin de leurs ailes après, elles font leur nid et voilà. En captivité, on les met dans des tubes à essai, alors des fois elles n'enlèvent pas leurs ailes. Elles les laissent parce que, je sais pas, ça leur vient pas à l'idée d'enlever leurs ailes, ça les gêne pas. Donc elles les laissent, mais elles font quand même des premières générations d'ouvrières, elles se développent, tout est bon. Des fois les ailes elles peuvent partir 1 ou 2 ans plus tard, des fois elles ne partent jamais, des fois elles partent 2 jours après avoir eu les ouvrières, des fois elles partent direct après l'essaimage. Donc en fait c'est la gine qui contracte les muscles qu'elle a dans son dos qui font tomber les ailes, mais ça c'est elle qui le décide, on ne sait pas trop un peu comment ça se passe. C'est sûr qu'une gine qui a plus ses ailes, vous avez de meilleures chances qu'elle ponde, elle a plus de chances d'être fécondée. Parce qu'elle est censée garder ses ailes pour pouvoir se déplacer et se faire féconder. Ça, c'est ce qui se passe régulièrement. Mais j'ai pas mal de gines Tetramorium qui ont encore leurs ailes et dont j'ai les premières générations d'ouvrières. Elles ont bien pondu, tout s'est très bien passé. Je vais vous montrer une gine Tetramorium avec les ailes, première génération d'ouvrières, et une gine Tetramorium sans les ailes, avec première génération d'ouvrières. Voici une gine Tetramorium, je crois que c'est des Tetramorium caespitum. Honnêtement, je sais pas trop si ça se dit comme ça. Enfin bon, bref, voici une gine Tetramorium et la première génération d'ouvrières. Tout a l'air de très bien se porter. Alors quand c'est comme ça, je les nourris directement avec des insectes. Là, nous sommes sur des Red Runner. Voici ce que c'est en fait. C'est des Red Runner que je coupe en plein de petits morceaux et que je mets dans chaque petit tube. Quand c'est pour des Tetramorium, j'ai peur qu'elles se noient avec par exemple des liquides sucrés. Je procède à un nourrissage comme ça. Tetramorium, au niveau de la maintenance, c'est vraiment très similaire au Phédole pallidula. Sauf qu'en fait, c'est une espèce qui creuse aussi un peu de tout comme les Phédole pallidula. Impossible de les mettre dans un nid en béton cellulaire ou un nid en plâtre. Il faut vraiment des nids plexi ou des nids en pierre reconstituée pour être sûr. Et encore, il faut vraiment, si vous créez vous-même votre nid, il faut vraiment prendre en compte, il doit y avoir aucune faille possible parce que les ouvrières vont exploiter cette faille pour pouvoir s'enfuir. Il faut faire très attention à ça. Là, vraiment la grosse différence qu'il y a entre Tetramorium et Phédole, c'est que les Phédoles possèdent une caste de majors, donc il y a bien des majors chez les Phédoles, mais il n'y en a pas chez les Tetramorium. Alors c'était une Tetramorium avec, sans les ailes, et maintenant je vais vous montrer une Tetramorium, la même espèce, la même sous-espèce avec les ailes. Voilà, donc elle a bien gardé ses ailes. Cela n'empêche pas que j'ai ma première génération d'ouvrières ainsi que du couvain. D'ailleurs, un couvain qui a l'air bien plus important que sa copine qui n'a pas les ailes. Là, elle est en train de faire sa toilette et toujours pareil, des petits morceaux. Donc hier soir, je leur ai donné des morceaux de blattes Red Runner. Alors je les congèle toujours, je congèle toujours l'alimentation que je donne à mes fourmis. Beaucoup disent ouais mais les acariens il n'y a pas vraiment de risque pour les fourmis, c'est plus une question esthétique. Moi je vous le dis, j'ai déjà perdu des colonies de fourmis qui étaient infestées d'acariens blancs, donc vraiment qui s'attaquaient aux fourmis. Et maintenant que j'ai décidé de remettre à fond dans l'élevage de fourmis, j'ai décidé vraiment de tout passer au congélateur. Et jusqu'à maintenant, dans tous mes élevages de fourmis, je n'ai pas recensé un seul acarien. Mais oui, j'ai déjà perdu des fondations et des petites colonies, par exemple de Messor barbarus, à cause des acariens. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. C'est pas comme les reptiles où il faut obligatoirement avoir la proie à bonne température.
parce que ça peut causer vraiment des liaisons à votre animal. Mais là, c'est pas du tout le cas chez les fourmis. Vous pouvez mettre directement un petit morceau d'insecte congelé dans le tube ou dans l'air de chasse, il n'y a vraiment aucun problème. Alors ça, c'est un abonné qui me l'a offert. Je l'ai mis directement dans de l'aluminium. L'aluminium va nous permettre en fait de garder le tube entièrement intégralement dans le noir. Si vous recouvrez donc avec une feuille de papier, la luminosité passera toujours. Mais une feuille d'aluminium, la luminosité ne passera pas. Là, on se retrouve donc avec une gine entièrement intégralement dans le noir. C'est une Camponotus liniperdus, je suis trop content de l'avoir. C'est une espèce qui est quand même assez difficile pour les débutants. C'est une espèce qui stresse très facilement, qui peut remanger son couvain derrière, qui peut ne pas produire, c'est que des problèmes. Et en plus, le développement est très lent. Et en plus de ça, il faut faire une diapose. Donc, vous risquez encore plus pour votre colonie derrière. La diapose est obligatoire pour cette espèce. Alors, j'ai vraiment... Voilà. Elle est dans un petit tube. Enroulée de papier aluminium. Elle fait partie des plus grandes espèces de fourmis d'Europe. C'est peut-être pas la plus grande, hein. Il y a la Camponotus liniperdus, la Camponotus cruentatus, il y a des espèces comme ça. Mais vraiment la liniperdus, elle est dans les tops, hein. Ça veut dire que c'est l'une des plus grandes espèces de fourmis d'Europe, c'est énorme, énorme. Et en plus, je la trouve magnifique. En rapport, elle est aussi grande, pratiquement aussi grande que les Camponotus fela. La voilà. Et il y a bien quelques petits œufs ou petites larves. Donc j'espère vraiment y arriver avec cette espèce et je vais tout faire pour. Alors je remercie vraiment cet abonné qui a pensé à moi, qui a trouvé ça dans la nature et qui a pensé à Tonton Snake. Alors la Camponotus liniperdus est noire brillante comme vous pouvez le voir, elle est un peu rougeâtre au niveau de l'abdomen. Et ensuite, je vais aussi recevoir normalement dans les jours qui arrivent une Camponotus cruentatus. La Camponotus cruentatus c'est plus ou moins pareil, on va dire, c'est très proche de la liniperdus, sauf qu'elle est noire mat. En bref, c'est les différentes espèces que j'ai pu retrouver du côté de chez moi dans la région toulousaine, à part la Camponotus liniperdus on ne peut pas la trouver dans la région toulousaine. Ça c'est vraiment, voilà, c'est un abonné qui a pensé à moi et qui a voulu me l'envoyer, c'est super super sympa. Moi du côté de chez moi c'est surtout de la Formica rufibarbis. Après y a pas, j'ai pu voir quelques ouvrières de temps en temps sanguinéa sans vraiment trouver de nid. Je suis un peu dégoûté pour ça. Beaucoup dans les bois de Formica gagate du côté de chez moi. J'espère qu'elle fera quelque chose celle-là, on verra bien. Crématogaster, il y en a sur tous les murettes, il y en a sur tous les troncs d'arbres. Crématogaster du côté de chez moi il n'y a que de ça aussi. Et beaucoup de Liasus comme partout dans la France, la Belgique, la Suisse. Je profite pour vous balancer quelques vidéos d'un essaimage de Liasus emarginatus que j'ai trouvé à côté de chez moi. Donc j'ai pu filmer un peu, on avait fait quelques récoltes sur cet essaimage là. On a récolté 4 ou 5 gines. En fait le truc dans l'histoire, c'est qu'on ne cherche pas d'essaimage parce que je trouve ça plus difficile de trouver un essaimage, de chercher de trouver un essaimage que de trouver directement des gines. Alors comment je procède? Les gines, je vais les trouver le soir assez tard ou le matin très tôt pendant des petites balades en famille. Alors ça me permet, depuis que je me suis remis aux fourmis, on marche beaucoup plus, on fait beaucoup de balades en nature. Les enfants adorent ça. Donc c'est vraiment le côté familial qui revient à fond. Franchement, je kiffe ça. Vraiment beaucoup de marche à pied, beaucoup de balades en nature, découvrir de nouveaux endroits, c'est terrible. Et l'objectif, c'est vraiment de se balader dans les chemins. Et ben le matin, très tôt, on voit des gines de temps en temps qui galopent, qui marchent toutes seules. Et en fait, c'est terrible. Parce que c'est les gines qu'il y a eu durant un essaimage dans la nuit ou la veille. Et qui n'ont pas encore trouvé d'endroit pour se cacher. Et généralement, elles sont fécondées, ces gines-là. Ça arrive très souvent, j'ai des forts taux de réussite avec ces gines-là. C'est des gines qui ont beaucoup de chance de ne pas se faire bouffer par un prédateur, qui ont survécu jusque-là. Il faut savoir qu'à partir du moment, donc déjà, vous levez une pierre comme beaucoup font, vous trouvez une colonie de fourmis. Vous l'observez, vous remettez la pierre en place sans trop écraser de fourmis, ça d'accord. Beaucoup de gens soulèvent des pierres et récoltent s'ils trouvent une gine. Ça ne marche pas. Si vous récoltez une reine qui a déjà fondé une colonie dans la nature, il y a très peu de chances, même quasiment aucune chance,
qu'elles continuent en captivité, vous venez de détruire une fondation ou une colonie de fourmis. Si vous récoltez des gînes directement sous une pierre, que vous voyez des gînes avec des ailes, ça veut dire que vous venez de détruire un futur essaimage qui aurait pu se produire et les gînes ne sont tout simplement pas fécondés et ne donneront jamais rien. Vraiment, laissez dans la nature, évitez le pillage, je suis totalement contre, laissez dans la nature les colonies qui sont déjà installées. Quand vous gratouillez un petit peu la terre, que vous essayez de voir que à la limite vous emmerdez un peu la colonie comme font beaucoup de gosses, à la limite c'est pas bien grave. Mais évitez de détruire comme ça une colonie ou un essaimage qui aurait pu se produire. Ça par contre ça craint quoi. Ensuite, il y a le fait de récolter les gînes dans la nature. Alors beaucoup disent ouais, il ne faut pas récolter 30, 40 gînes, ça ne sert à rien, il y a un impact sur l'environnement. Alors oui et non. Le fait de récolter des gînes dans la nature, il n'y a pas vraiment d'impact sur l'environnement même si vous en récoltez 50. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que déjà une colonie ne va pas faire tout son essaimage d'un seul coup en une seule fois. C'est-à-dire qu'elle va produire plusieurs essaimages à plusieurs périodes bien distinctes pour laisser le maximum de chances aux princesses, en gros, aux sexuées, de pouvoir fonder une nouvelle colonie. Ensuite, deuxième point à savoir, quand vous trouvez comme ça, lors d'une balade, une gîne, que vous la ramassez, que vous la mettez dans un tube, comme ça, vous lui sauvez la vie. Il y a de fortes chances que la gîne, vous lui avez sauvé la vie. Avoir des animaux en captivité, c'est pas toujours négatif. Il ne faut pas voir le mal partout. Ça peut être très bénéfique. Alors, la gîne que vous allez récolter, il faut savoir que durant un essaimage, enfin, il y a, je crois, sans dire de bêtises, je crois que c'est quelque chose comme une gîne sur 1000 qui arrive, toute espèce confondue, c'est une gîne sur 1000 qui arrive à fonder une colonie la première année. Ça veut dire que déjà, il faut qu'elle puisse s'accoupler. Il faut qu'elle puisse décoller. Une fois qu'elle décolle, il faut que derrière, il n'y ait pas un oiseau qui la chope en plein vol. Ça, je l'ai déjà vu, c'est impressionnant à voir. La gîne, quand elle se repose par terre, il ne faut pas qu'un lézard la bouffe. Il ne faut pas qu'une autre espèce de fourmi l'attaque. Parce que ça aussi, moi, des Formica rufibarbis du côté de chez moi, j'en ai vu un paquet s'attaquer aux gînes de Liasus et les ramener dans leur nid pour les bouffer. Donc, c'est vraiment impressionnant à voir. Donc, il faut qu'elle affronte toutes les espèces de fourmis qui se trouvent au sol. Il faut qu'elle affronte les routes, les intempéries, tous ces problèmes-là. Ça veut dire que la gîne, elle traverse une autoroute, elle est foutue. La gîne, il y a une vague de vent, il y a une rafale, il y a une pluie qui arrive, qui surgit d'un coup, elle est foutue. La gîne, elle se pose au sol, il y a un lézard qui passe, elle est foutue. Il y a une autre colonie de fourmis là où elle voulait creuser, elle est foutue. Ensuite, une fois qu'elle a passé toutes ces étapes, il faut qu'elle arrive à creuser un trou, qu'elle se mette dans une écorce de bois où vous voulez. Pour peu qu'elle se mette dans un endroit et qu'il y a un scolopendre, une araignée, elle est foutue. Si elle arrive à creuser un trou, admettons, elle creuse un trou, elle pond, tout se passe bien, ça fait 4-5 jours qu'elle est dans son trou, la petite. Une petite pluie. Elle a creusé un trou comme ça, elle est foutue. Alors, c'est vraiment pour vous dire, pour peu qu'en plus, même, c'est une fondation la première année. Parce qu'elle peut très bien vivre la première année, la deuxième, il y a des travaux, il y a une maison qui s'est bâtie à cet endroit-là, il y a quelqu'un qui a foutu un coup de pelle pour pouvoir mettre son bonsaï dans le jardin, on a arrosé les plantes dans le jardin, noyade assurée, voilà, il y a toujours quelque chose qui fait qu'en fin de compte, elle a tellement peu de chances de survie. Et une fois, admettons, elle a réussi. Elle se retrouve avec une putain de colonie. 3 ans plus tard, il y a une taupe qui creuse un trou qui défonce tout en passant. Elle est foutue. Donc c'est vraiment pour vous dire, à partir du moment que vous voyez une gîne se balader dans la nature, récoltez-la. Si vous vous sentez capable de faire fonder cette colonie ou que vous avez des amis qui recherchent un début de fondation ou quoi, qui veulent se mettre dans la myrmécologie, récoltez-la, vous lui sauverez la vie. Ensuite, c'est sûr que pendant un essaimage, si vous voyez 150 gînes et que vous récoltez 150 gînes, ça c'est de la bêtise humaine, ça c'est stupide, ça vous sert à rien. Quand je vois des mecs récolter 40 liasus, ça sert à rien. À part si ils veulent les donner ou beaucoup veulent faire du business, se croient qu'ils vont devenir milliardaires en vendant des gînes 2 € sur le bon coin, ça parce que je le vois toujours sur le bon coin, ça me fait rire. Par exemple les tétramoriums. Les tétramoriums,
j'ai récolté à peu près 16 ou 18 tétramorium. Les tétramorium, je ne les ai pas récoltés lors d'un essaimage. Je les ai récoltés sur un parking de voiture avec l'humidité, donc le matin à la fraîche. Il y a de l'humidité souvent le matin et en fait il y a de la condensation, enfin de l'eau sur le toit de toutes les voitures. Je suis allé sur un parking à un hôpital. Donc il y a tout le temps des voitures, même le dimanche sur les parkings des hôpitaux, du coup, parce que c'est ouvert tout le temps un hôpital. Et là, toutes les voitures étaient recouvertes de gînes, en fin de compte, qui étaient collées sur les pare-brises, qui étaient collées sur le toit des voitures, parce qu'en fait, les ailes sont collées dans l'eau, tout simplement. Et là, ce qui se passe, c'est que la gîne, elle est foutue. Parce que tout simplement que le matin, en plein été, il y a la petite brume qui fait que il y a l'humidité qui fait que les gînes restent collées. Quand ça sèche, les ailes restent toujours collées. Si la gîne, elle n'essaie pas de se décontracter pour en fait décoller ses ailes, elle reste collée à la bagnole. Toulouse, 10 h du matin, 30 degrés, coup de chalumeau sur la voiture, la gîne, elle est cuite à point. Donc quand j'ai vu ça, je ne les ai pas toutes récoltées bien entendu parce qu'il y en avait, il devait y en avoir 1000 avec toutes les voitures qu'il y avait. J'ai récolté 16 à 18 gînes, je ne sais plus exactement. Ces gînes-là, je leur ai sauvé la vie. Ensuite, il faut savoir que sur les 16 ou 18 gînes, il y en a quelques-unes qui n'ont jamais fondé, qui n'étaient pas tout simplement fiables ou elles n'étaient pas fécondées. Il y en a une ou deux qui sont mortes 2 jours après. Il y en a qui n'ont jamais pondu. Donc là, on se retrouve avec des gînes non fiables. Ensuite, déjà, on a une perte, on a un pourcentage de perte. Ensuite, il faut savoir que ces gînes-là, il faut qu'elles passent l'hiver. Donc, je vais faire l'hivernage pour elles. Et je compte toujours que je peux peut-être avoir une perte durant l'hiver, on ne sait jamais. Donc cet hiver, je prévois toujours un peu plus de gînes en espérant qu'il m'en reste au printemps pour faire mes petites fondations à moi. Et ensuite, sur ce qui va me rester, donc des 16 ou 18, s'il m'en reste 9 ou 10, ça serait pas mal. Et comme j'ai la chaîne YouTube, je peux peut-être proposer un petit concours pour vous en faire gagner une. Je peux toujours proposer des échanges avec d'autres éleveurs amateurs. Voilà, c'est des choses comme ça qui font qu'à l'arrivée, il va m'en rester une ou deux. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre un petit commentaire pour savoir ce que tu penses. Ou si tu veux taper un petit délire avec tes copains dans la barre commentaire, tu peux. Soutiens la vidéo si tu as kiffé. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez tout le monde, ciao ciao.